Il est 18h, jeudi 17 octobre. Vous êtes bien sûr 8 Mont-Blanc. Merci de nous rejoindre pour cette petite heure d'actu et de rencontres en Savoie-Mont-Blanc. Dans Accès Direct ce soir, nous parlerons transport avec Michel Chara, le président du groupement transfrontalier européen. Les projets sont nombreux en la matière, nous le verrons. La situation va-t-elle évoluer pour les travailleurs frontaliers? Nous lui poserons la question. Les structures culturelles présentent leur saison à venir sur le plateau régulièrement. Vous le savez, ce soir, direction Saint-Julien avec la chargée de programmation de la ville. Et enfin, comme chaque mois, un peu de lecture avec Vincent Poirier de BD Fugue. Nous parlerons d'avenir et de collectif ce soir. On verra tout ça. Mais avant, comme chaque soir, on commence avec les titres du JT. Avec toi, Victoria. Salut. Salut, Fanette. Nous attaquerons avec les décrocheurs de portraits qui étaient devant le tribunal aujourd'hui. Ils étaient au tribunal de Bonneville, effectivement, donc accusés pour avoir décroché les portraits d'Emmanuel Macron dans plusieurs mairies du pays du Mont-Blanc. Ils étaient 7 devant la justice et ils avaient beaucoup de personnes, beaucoup de monde autour d'eux aujourd'hui pour les soutenir. On reviendra sur cette journée avec Sébastien Germain. Et puis les tableaux voyage. Effectivement, de l'art qui va partir à Paris puis à Naples. Ce sont 2 tableaux de chefs-d'œuvre d'un peintre italien que nous présentera Jean-Paul Crespi tout à l'heure. C'est du côté du musée des Beaux-Arts à Chambéry. Et également, on reviendra, parce qu'on l'a appris là il y a quelques minutes, sur la mise en examen du maire de Chamonix, Éric Fournier. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Effectivement, on en reparle dans le journal à 18h30. Merci Victoria, on te retrouve tout à l'heure. On commence donc avec notre invité dans l'actu et ce soir, il s'agit de Michel Chara, le président du groupement transfrontalier européen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, pour commencer, petit rappel, le groupement transfrontalier européen, à quoi vous servez? C'est avant tout un groupement de défense pour les frontaliers. Il existe aujourd'hui depuis 56 ans, donc depuis 1963. Et si aujourd'hui les frontaliers ont un statut, on va dire, qui n'est pas complètement bouclé et terminé, beaucoup de progrès qui ont été faits pendant ces 56 ans, ils le doivent à nous-mêmes. Et ça fait pas mal de monde, hein, vous représentez... Ça fait bien entendu, ça fait 40 salariés et plus de 30 000 adhérents. Alors, on le sait, le Léman Express circulera pour la première fois le 15 décembre prochain. Beaucoup d'ambition autour du projet. Un tiers des actifs genevois vivent dans le Genevois français. Est-ce qu'on a une idée de combien de frontaliers emprunteront ce fameux Léman Express? Écoutez, suivant les prévisions, c'est 50 000 personnes par jour. Donc ça fait pratiquement 1 500 000 sur l'année. Ça veut dire que ça va être un des moteurs du développement de cette région franco-valdo-genevoise aujourd'hui. C'est vraiment un tournant historique, on va le dire, même si le Léman Express ne va pas résoudre tout du jour au lendemain. Il y a aussi le tram qui arrive. Du côté d'Annemasse. Du côté d'Annemasse. Donc on aura des cadencements qui vont être rapides. Les personnes, les frontaliers, mais aussi tous les autres, pourront aller facilement à Genève, y compris pour les spectacles, le soir, jusqu'à minuit. Donc il y aura vraiment un essor dans cette région, mais comme vous le savez déjà, la population augmente chaque année. Le Genevois français, c'est la plus grosse croissance démographique de France. Donc est-ce qu'il va réussir à aspirer tout ça, le Léman Express? Écoutez, moi je pense que de toute façon, on a toujours eu 10 ans de retard et qu'on continuera à avoir 10 ans de retard, même avec le tram, même avec le Léman. Il est déjà insuffisant finalement? Pour l'instant, on ne peut pas le dire, puisqu'on n'a rien qui nous permet de le dire. De toute façon, pour ma part, le transport doit être multimodal. Ça veut dire qu'on peut prendre son vélo aussi. Il y a la voie verte maintenant au-dessus du Léman Express. Il faut quand même le rappeler. C'est une voie verte qui pénètre Genève aujourd'hui depuis Annemasse. Donc, toutes ces innovations-là vont faire que, on va en tous les cas, voyager autrement au travers de cette frontière pour avoir la possibilité d'aller à son travail. Une des questions autour du Léman Express, c'est la question des parkings. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont certainement prendre leur voiture pour aller jusqu'à une gare du Léman Express. Et pas mal de questions autour de ces parkings, notamment sur, vous êtes inquiété des parkings de substitution au niveau des gares, du stationnement payant, du côté d'Évian et de Thonon. Est-ce que les gens vont pouvoir facilement laisser leur voiture afin de monter dans le train ? Écoutez, c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de parkings qui sont prêts, qui sont bouclés. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et il y en aura-t-il suffisamment aussi?
c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Quelle zone pose encore vraiment problème? Je pense que la périphérie de la ville d'Annemasse posera des problèmes dès le départ, puisque s'il y a 50 000 personnes qui veulent se rendre tous les jours pour prendre le Léman Express, bien entendu, il y en a qui vont le prendre depuis Thonon-Évian, puisque les lignes sont faites ainsi qu'il y a un cadencement qui permet d'aller rapidement jusqu'à Genève, voire à Nyon, mais il y aura quand même des problèmes sur ces parkings. Je pense qu'inévitablement, on va devoir faire des efforts pour en trouver d'autres. Et puis surtout, il y a aussi une chose que le groupement défend beaucoup, c'est que la modicité du prix des parkings, parce qu'on ne peut pas sans arrêt, si le tarif du Léman Express, on va dire, est aujourd'hui correct par rapport à on va dire, au CFF, puisque c'est une alliance CFF-SNCF. Donc l'équivalent suisse de la Voilà, SNCF. donc si le ticket est aujourd'hui correct, il n'en demeure pas moins que sur certains secteurs, ça peut sembler un peu onéreux. Les parkings, on le sait, c'est un problème à l'extérieur, mais aussi dans Genève. Le Léman Express, il passe pas vraiment dans le centre-ville. Il fait, disons, une petite... Je ne sais pas si on peut voir apparaître le plan. Voilà, une petite couronne genevoise, on va dire. Oui, mais il dessert les points principaux de la ville. Il part aux Eaux Vives, après il part en direction de l'hôpital cantonal, donc il fait un crochet, et bien entendu tout ça sous terre. Il arrive sur la gare de Cornavin aussi, donc il y a quand même, on va dire qu'il dessert des axes principaux, et chaque fois c'est ramifié au tram et au transport collectif qui est sur Genève. Parce qu'aujourd'hui, le parking dans Genève, on le sait, c'est compliqué. On vous a proposé une série de reportages la semaine dernière avec une série de portraits de frontaliers. Victoria Lopez a notamment suivi un infirmier qui vit à Douvaine et qui travaille au HUG, justement. On regarde un petit extrait de son témoignage. Damien travaille de 15h à 23h, des horaires décalés qui lui permettent d'éviter les embouteillages auxquels sont confrontés de nombreux frontaliers. Reste un inconvénient, le stationnement. L'arme ultime, c'est notre disque bleu, c'est très important. Mais sur le secteur où on peut stationner environ 1 heure. Et après, il faut venir tourner le disque. Mais dans mon cas, vous imaginez bien que je ne peux pas vraiment tourner de disque toutes les heures. Donc il m'arrive de prendre des amendes. Elles sont là en plus, vous pouvez les voir, c'est pas des mensonges. Voilà. Alors Damien, qui vit à Douvaine, va travailler au HUG. À partir du 15 décembre, normalement, il n'a plus d'amende, il n'a plus de disque bleu, il peut tout faire en train. Il peut tout faire en train à partir du 15 décembre. Il aura un arrêt qui est à Champel, qui est directement vers le cantonal, donc il pourra aujourd'hui tout faire en train, il faut le dire. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a le tram d'Annemasse qui sera mis en circulation le 12 décembre. Là, les essais ont commencé, on a fait un reportage cette semaine dans le JT. Par contre, du côté de Saint-Genis-Pouilly, Saint-Julien, c'est une des questions soulevées régulièrement par le groupement. C'est tout le temps à l'arrêt. Pour le moment, c'est à l'arrêt, mais on va dire que sur Saint-Genis-Pouilly, il y a déjà un premier point, c'est qu'on a inauguré, il y a eu une réunion par rapport au BHNS. Donc avant qu'il y ait un tram à Saint-Genis-Pouilly, il y aura d'abord un bus à haut niveau de service, et c'est déjà un progrès, sachant bien que le but ultime est vraiment un tramway qui aille sur Saint-Genis-Pouilly comme sur Annemasse. Et Saint-Julien ? Et Saint-Julien, bien entendu, et Ferney-Voltaire, c'est aussi prévu. Donc il y a encore pas mal de... Vous n'avez pas fini, le groupement a encore des missions à porter, quoi. Le groupement, en plus de défendre les frontaliers, c'est toujours intéressé à l'aménagement du territoire. C'est pour ça qu'on a une commission de transport bien structurée qui travaille sur les sujets depuis plus de 40 ans. Alors si on laisse un petit peu le train et qu'on reprend la voiture, vous militez pour l'ouverture de toutes les voies sur les douanes, notamment de Bardonnay et de Tonnet-Vallard. Ce n'est pas forcément le cas là le matin, on connaît les bouchons tout autour de Genève le matin en semaine. Vous avez été entendu ? Écoutez, j'espère que je vais l'être. De toute façon, j'ai demandé à rencontrer le préfet par rapport à ça. On va dire qu'on a toujours mené une action sur les douanes, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. On a eu des multiples réunions avec les douanes suisses et françaises pour Bardonnay dans le passé. Peut-être qu'il faut reprendre les choses aujourd'hui. C'est vrai que la voie frontalier m'apparaît pas ouverte par certains moments, alors qu'elle devrait l'être. C'est plus fluide dans le sens France-Suisse que dans le sens Suisse-France, bien souvent le soir ou à certaines heures. Les douaniers doivent faire des contrôles, bien entendu, donc on est quand même à une douane Schengen,
hein. Donc les contrôles doivent se faire sur la voie, mais à l'écart de la voie, normalement. Et c'est ce qui permettra la fluidité. Il y a suffisamment aujourd'hui de place pour faire passer plusieurs files de véhicules et pas contraindre les frontaliers à être dans des bouchons qui, par ailleurs, polluent l'air pour tout le monde. Alors très rapidement, il y a des élections en Suisse ce week-end, des élections fédérales. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier pour les frontaliers? Est-ce que les résultats de ces élections-là peuvent influencer la question transfrontalière? Oui, ça peut influencer la question transfrontalière. Et plus vous avez des candidats, on va dire, de partis nationalistes qui sont déjà pour chasser le frontalier Comme l'UDC au Parlement, comme l'UDC, parlons frais. Plus vous avez de candidats dans ce sens-là, bien entendu, plus il y a des politiques de blocage qui peuvent être mises en place aujourd'hui. Donc vous gardez un œil vigilant. On a un œil vigilant, comme on les a sur les élections cantonales. Pour chaque canton, il est clair que nous sommes intéressés au sujet et que si nous participons pleinement à la politique nationale française et départementale, nous participons aussi de l'autre côté aux enjeux électoraux. Il faut quand même rappeler qu'il y a aujourd'hui à peu près 80 000 doubles nationaux sur notre territoire qui ont la possibilité de voter pour les élections fédérales, entre autres. Alors vous restez avec moi pour la revue de presse avec une actualité qui vous a marqué. Évidemment, on en a beaucoup parlé, notamment aujourd'hui dans l'actualité. C'est le Brexit. C'est une actualité forcément quand on est président d'un groupement transfrontalier qui interpelle. D'autant plus quand ça s'appelle européen, groupement transfrontalier européen. Bien sûr que ça m'interpelle. Le problème que l'Angleterre quitte aujourd'hui l'Union européenne va poser un problème à tout le monde, va poser bien entendu un problème aux Anglais, mais va poser un problème à tous les autres pays puisqu'on commerce ensemble et que les choses vont se compliquer. Quand on a supprimé les douanes à un moment donné, tout le monde était très heureux. Aujourd'hui, on veut rétablir les barrages, les barrières. Est-ce que c'est l'avenir pour demain de rétablir des barrières de tous les côtés en Europe ou ailleurs? Non, je ne crois pas. La libre circulation, ça elle se défend. Et l'inquiétude aujourd'hui, bon, ça va peut-être... Vous savez, le malheur des Anglais va peut-être faire le bonheur de certains Européens, y compris de la Suisse, d'ailleurs. Il y a pas mal d'entreprises qui se délocalisent aujourd'hui pour être sur le territoire européen, puisqu'ils n'y seront plus quand ils seront en Angleterre. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis de mon côté, on va prendre des nouvelles très rapidement de l'alpiniste Elisabeth Révol. Libération lui consacre un de ses fameux portraits. C'est Elisabeth Révol, pour rappel, c'est cette alpiniste qui s'est fait connaître du grand public après son sauvetage en 2018 sur le Nanga Parbat. Son compagnon de cordée polonais était décédé là-haut. Ces mois avaient été très durs à son retour à Chamonix. Elle dit le regretter aujourd'hui. Elle poursuit malgré tout sa quête himalayenne. Ce printemps, il y a eu une nouvelle polémique. Son sponsor a alors claironné qu'elle a fait le sommet sans oxygène. Elle l'a démenti ensuite. Donc un parcours un peu compliqué ces derniers mois, ces dernières années pour Elisabeth Révol. Elle a décidé de raconter tout ça dans un livre qui s'appelle Vivre aux éditions Artaud. Ça paraît ce mois-ci et donc c'est à lire dans Libération, le portrait d'Elisabeth Révol. Merci beaucoup Michel Charras d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va rester dans le Genevois, mais pour parler culture, cette fois-ci, j'accueille Amélie Dubini. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la chargée de programmation culturelle de Saint-Julien. Alors, une programmation, je cite ce que j'ai lu dans le petit fascicule que vous tenez dans la main, qui a pour ambition de renouveler notre rapport au monde, à l'art et à la ville. Qu'est-ce que la culture peut apporter dans ces visions-là du monde, de l'art et de la ville? La première entrée est la rencontre entre différents mondes, le monde du spectateur qui est pas forcément aguerri de différentes disciplines artistiques, la rencontre avec les artistes qui proposent une vision du monde, un objet artistique en tant que tel. Donc ça, on est plutôt dans des espaces en salle, mais on s'ouvre aussi à la rue, à la ville, notamment avec toutes les fresques que l'on a réalisées depuis maintenant 5 ans. Donc on a des fresques monumentales à voir à Saint-Julien, donc celle-ci qui a été réalisée par Keim. Là, on voit Ousdat, donc 2 collaborations très importantes pour le service culturel de la ville, puisqu'on a travaillé avec le Change, l'hôpital. Voilà, le site de Saint-Julien. Et puis, donc là, on voit défiler des images de
notre saison. Donc voilà, créer des moments inattendus ou attendus plus qu'on s'y rend, mais voilà, créer des échanges. Cette saison, elle s'articule autour, vous l'avez dit, de différents espaces, différents lieux, différentes matières aussi. Enfin, c'est pas le bon terme. Voilà, il y a du spectacle vivant, il y a des rencontres, il y a du cinéma. Ces partenariats, ces différentes structures, elles sont importantes dans la diversité que vous proposez? Oui, on essaye de faire profiter un maximum d'équipements de la ville, de profiter d'une intention, d'une envie artistique, et puis aussi permettre, en tout cas essayer, d'avoir une circulation des publics. Donc on attache beaucoup d'importance au travail avec le cinéma, donc le Rouge et Noir de Saint-Julien, la bibliothèque, l'école municipale de musique et de danse, et puis en fonction des projets, eh bien, voilà, on travaille avec un bailleur social, avec le centre hospitalier, avec la MJC aussi, donc on ouvre les possibles. Il faut désacraliser les lieux culturels parfois? Oui, en tout cas pour nous, là, à notre endroit, rien n'est sacré, puisque notre salle de spectacle est dans une maison des activités, la Rande. Donc c'est un lieu qui est fréquenté tous les jours par tout type de personnes qui viennent pratiquer des activités. Donc c'est surtout se rendre compte qu'à Saint-Julien, on fait beaucoup de choses. Preuve justement que vous êtes actif, 2 festivals, Couleurs d'enfance, donc ça sera au mois de mars, c'est un festival dédié au jeune public de 0 à 6 ans, une 4e édition, 12 partenaires sur le territoire. Là, l'objectif, il est où? L'objectif est aussi d'éveiller la curiosité des tout-petits, parce que bien souvent, on ne pense pas que même le nouveau-né peut être intéressé par les couleurs, par les sons. Et l'éveiller dès le plus jeune âge, c'est un peu notre leitmotiv sur ce festival. Et puis après, avoir un suivi sur toute son évolution jusqu'à 6 ans. Et on laisse aussi une place importante à la parentalité, puisqu'on a des conférences aussi pour accompagner les parents et les professionnels de la petite enfance. Donc je l'ai dit, 2 festivals, donc celui-ci, Couleurs d'enfance, au mois de mars, et Mosaïque à la rencontre des cultures, là ce sera au mois d'avril, 4e rendez-vous également. Cette année, c'est la culture albanaise qui est à l'honneur, avec aussi une grande place accordée à la photographie. Mais là, pareil, c'est assez diversifié comme proposition. Oui, notre programmation est pluridisciplinaire. On tient vraiment à montrer différents types de pratiques. Et donc ce festival-là met à l'honneur chaque année une culture, et à l'image de la ville de Saint-Julien, qui est constituée de plusieurs nationalités, on s'est dit que peut-être ouvrir une fenêtre sur un autre pays, une autre culture, permettrait sans doute de mieux vivre ensemble. Et la culture albanaise est celle mise à l'honneur cette année, puisque donc une association Illyria, l'association Illyria, est très impliquée, et il y a une forte communauté albanaise. Donc on s'est dit, après le Groenland, le Chili, le Mozambique, on s'est dit que travailler avec une association locale était hyper intéressant. C'est tout le temps une question difficile à poser aux programmateurs, mais 1 ou 2 rendez-vous coup de cœur là tout au long de l'année, quelque chose qui... Voilà. Alors inévitablement, les festivals sont des points d'orgue pour nous. Mais là, au mois de novembre, on a un temps fort sur la femme artiste et l'identité afro-française. Donc on a 3 soirées autour de la littérature, autour du cinéma et autour du stand-up qui met à l'honneur justement les femmes. Et donc ça se passe tout au long du mois de novembre? 3 rendez-vous au mois de novembre, donc à la bibliothèque, au cinéma Rouge et Noir et à la Rande. Et évidemment, toutes les infos sont disponibles sur le site saint-julien-en-genevois.fr ou encore pour la programmation de la bibliothèque municipale sur le site bibliolien.fr. Merci beaucoup, Amélie, d'être venue sur notre plateau. Merci. J'accueille maintenant Vincent de BD Fugue pour sa petite sélection, enfin petite... sans jugement. Voilà. Si j'avais pu, j'en aurais mis 20. Mais... Oui, je sais que c'est un exercice compliqué. C'est difficile. Il y a tellement de belles choses. Alors bonsoir, Oui, même si on s'est vu avant, mais on va commencer tout de suite avec
pense et les pluies du monde. Oui. Tu m'as dit que ça se prononçait comme ça. Bah, c'est ce que j'ai déduit. Après, on en fait ce qu'on veut, c'est écrit. Hein. Mais oui, je pense que pense, c'est bien. Alors ça se passe il y a très très longtemps, à l'époque Oui. des mammouths. Hein, on voit des mammouths, si je ne me trompe pas. On est à l'aube de l'humanité. Voilà. Donc, Mais effectivement, j'ai trouvé ça très très actuel. Oui. Oui, c'est ça que j'ai trouvé aussi remarquable là-dedans, c'est qu'on pourrait croire qu'il y a une totale distance avec nous dans ce récit. On pourrait penser même qu'on va être dans une sorte de Jurassic Park ou un récit fantastique. En fait, pas du tout. Ça nous ramène à nous-mêmes. Ce personnage, c'est un personnage qui fait partie d'un clan, comme il y en avait à l'époque. Mais il en fait partie sans véritablement se sentir à sa place dedans. Il est complètement fasciné par l'humanité, par la nature, pardon, justement, à l'inverse. Au début, les hommes ne l'intéressent pas beaucoup. Non. Lui, il est dans la contemplation de la terre, de la nature. Il est complètement captif des plis du monde. Donc, tous ces petits traits qu'on voit sur le long de l'eau, sur les arêtes des montagnes, toutes ces petites choses qui vont l'interpeller, qui vont le fasciner complètement. Et en fait, il va nous apprendre aussi à prendre un petit peu le temps, nous aussi, de s'intéresser à l'univers qui nous entoure immédiatement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait presque une vision écolo avant l'ère de la pollution, simplement parce qu'il nous ramène justement aux fondamentaux. Par ce biais, en même temps, c'est pas un philosophe, c'est pas un garçon qui a des solutions, c'est un garçon qui prend le temps, tout simplement, de s'intéresser à ce qui l'entoure. Et puis bon, même s'il va malgré tout se confronter à des véritables drames dans sa vie, il va aussi finalement trouver des communions avec la nature qui vont avoir un aspect essentiel, j'ai envie de dire, dans son avenir et dans l'avenir peut-être de l'humanité finalement. Un mot très rapide sur l'auteur dont j'ai oublié le nom, Jérémy Moreau. Jérémy Moreau, depuis son premier album, ça s'appelait Les singes de Hurtlepool. Il a été complètement bluffant en tant qu'auteur. Il a un sens du mouvement, un sens de l'écriture, de la narration. Et il avait été adoubé puisque l'année dernière, en 2018, il avait reçu le prix du meilleur album à Angoulême pour son précédent, la saga de Grimur. Alors, numéro 2, par ordre chronologique, on passe de la préhistoire à l'avenir. Hein. Donc, Mécanique céleste, de Merwan, voilà. Donc là, on est dans un monde avec il y a eu le passé, et là, on passe au futur. On est dans 50 où la ans. Terre va pas très bien, l'humanité non plus. On nous prédit depuis un petit temps quand même que ça va être le bordel. Et là, le bordel a eu lieu. D'accord. On est dans les conséquences, donc ce qu'on appelle en général du post-apocalyptique. Dans les conséquences effectivement des méfaits climatiques, pollution et autres, des micro-sociétés ont continué à vivre et on va suivre notamment une toute petite société, une communauté qui fait son petit bonhomme de chemin, qui s'en sort comme elle peut avec plus ou moins de facilité, et celle qui règne un petit peu en maître, la principale qui vient pour les asservir, qui a déjà un peu la main mise sur eux, qui vient les asservir, et quelqu'un leur apprend qu'il y a peut-être une possibilité de s'en sortir, c'est la mécanique céleste. Et en gros, c'est la balle aux prisonniers. En gros, c'est la balle aux prisonniers. Mais c'est vrai que dit comme ça... Quoi, il faut faire du sport collectif. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très étonnant, parce que dans ce genre de récit post-apocalyptique, alors soit déjà c'est très anxiogène, et puis il faut s'en sortir, et puis il y a des meurtres, il y a des fusillades, c'est souvent des récits terribles. Et là, c'est galvanisant. Cette mécanique céleste qui est effectivement une balle aux prisonniers, mais alors qui va évoluer quand même dans sa conception, c'est vrai que ça prend une dimension où on est complètement captif, comme un bon match qu'on peut voir à la télé, où d'un coup on regarde au début, on sirote un soda, et puis on regarde, et puis finalement il se passe quelque chose, et puis on se lève du canapé, on est comme un dingue. Et bien là, c'est cette lecture-là, Mécanique céleste, où ça démarque tranquillement, ça monte crescendo, et à la fin, on termine cet ouvrage. On est heureux de cette lecture qui était extraordinaire. Et il y a un sens de la dynamique. Merwan vient de l'animation en plus de la bande dessinée, et ça se ressent dans la lecture. C'est vivant tout le long. Camille, qui a lu la BD et qui est en régie, a fait un peu un parallèle pour ceux qui connaissent avec Hunger Games. Oui, un petit peu, effectivement, cette notion de sport-survie, puisqu'effectivement, l'enjeu de la mécanique céleste, ça va être s'ils perdent tout. S'ils gagnent, par contre, ils gagnent leur liberté au passage. Et c'est vrai que l'enjeu du sport va être déclencheur.
Petit dernier, les vermeils avec des dessins très doux. Oui. Plutôt jeune public, mais pas forcément avec un peu En fait, un jeune plusieurs public en niveaux point de lecture. départ. C'est ça qui est intéressant avec les vermeils, c'est que ça peut démarrer très tôt. À partir du moment où l'enfant sait suffisamment lire, j'ai envie de dire, ou même ça peut être un accompagnement, c'est vraiment, il n'y a pas de point de départ cadré, mais il n'y a pas de limite non plus. Donc on retrouve nous aussi notre âme d'enfant, on est dans un univers qui va prendre un aspect onirique, fantastique, avec une demoiselle qui fugue du petit camping où elle est avec ses parents. Elle a un petit caractère quand même et elle va rencontrer toute une population, ma foi, très originale et qui va être l'enjeu d'une libération avec un château et des licornes et des animaux fantastiques. Et en fait, ça ressemble à rien d'autre, si ce n'est que ça nous fait pétiller à chaque page. On tourne une page, il y a un nouvel élément, il y a un nouveau rebondissement qui fait que ça nous fait du bien à la tête, ça nous fait du bien au cœur. Et on referme ça. Enfin voilà, c'est vraiment une BD qui fait pétiller l'imagination et fait beaucoup de bien. Alors une autre BD qui fait beaucoup de bien, on va terminer cette chronique avec 2 petits clins d'œil. Une BD apparemment qui t'a fait beaucoup rire. Oui. Donc c'est le dernier album de Mademoiselle Caroline qui était venue sur ce plateau Oui. avec toi il y a quelques mois. Voilà. Je l'ai rajouté en dernière minute, mais ça m'a tellement fait rire que je ne pouvais pas ne pas en parler. Et donc ça s'appelle L'Homme. C'est l'homme, c'est son homme. C'est son homme, Oui. qui a dû être bien content. Il faut qu'il ait de l'humour, mais il a Voilà. de l'humour, hein, tout va bien. Et donc un mot sur la dernière... Alors, déjà, tu vois, ça tient dans la poche. Voilà. Donc c'est vrai que quand on a 5 minutes à perdre, plutôt que sortir le téléphone pour aller sur Facebook ou jouer à Candy Crush, il y a ça. Ça tient dans la poche, ça tient dans un sac. C'est des petites scénettes du quotidien à picorer et c'est vraiment, vraiment très drôle, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Et enfin voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est la récréation qui fait du bien aussi. Et puis un coup de cœur solidaire qui te tient à cœur, ce sont les librairies indépendantes qui s'associent au Secours populaire pour offrir des livres à des enfants qui n'en ont pas. L'opération s'appelle Donner à lire, on voit le visuel s'afficher. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Alors c'est une librairie lyonnaise qui est à l'origine de ce projet. Qui a en fait tout simplement constaté que les jeunes lecteurs déjà perdaient un petit peu cet esprit de la lecture et puis qu'il y en avait aussi qui n'avaient tout simplement pas accès à la lecture. Le Secours populaire était vraiment en alerte par rapport à ça et ils ont trouvé cette idée effectivement qu'il y a un choix de lecteurs, de clients de cette librairie qui disent voilà, c'est cet ouvrage que j'ai envie de transmettre à ces lecteurs via le Secours populaire qui vont accompagner des enfants comme ça toute l'année. Et donc c'est une réflexion solidaire voilà, j'ai envie de transmettre cette lecture et c'est quelque chose qui se fait désormais dans beaucoup de librairies en France, des librairies indépendantes qui vont pouvoir effectivement être la transmission avec le Secours populaire vers des jeunes lecteurs sur des beaux livres jeunesse, hein, évidemment. Et donc on peut faire ça à BD Fugue ? On peut faire ça à BD Fugue, effectivement, ça démarre aujourd'hui et j'espère effectivement que ça va pouvoir... là aussi apporter du bonheur à tous ces enfants. On sait à quel point la lecture peut être un tremplin pour beaucoup d'autres choses derrière. Eh ben, merci beaucoup Merci Vincent. Restez avec nous, le JT c'est dans quelques minutes, à tout de suite après la pub.